Europe 1 Soir. Europe 1, 19h18, le duel d'Europe 1 Soir, arbitré par Nicolas Poincaré, avec Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, Renaud Dely du Nouvel Observateur et Catherine Ney d'Europe 1. Oui, Guillaume Roquette et Renaud Dely qui ont l'habitude de batailler ensemble à ce micro, mais nous avons rajouté Catherine Ney. Pourquoi ? Parce que c'est la mémoire politique d'Europe 1 et que ce soir nous voulions parler de la disparition de Danielle Mitterrand la nuit dernière à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Elle était âgée de 87 ans. Danielle Mitterrand qui, avant de rentrer à l'Élysée, répétait souvent « Je ne veux pas être une potiche ». Est-ce qu'on peut dire, Renaud Dely, qu'elle aura réussi 14 ans, première dame, sans avoir du tout été une potiche ? Je crois qu'effectivement, Danielle Mitterrand n'était pas une potiche, en ce sens qu'elle était, c'était un peu l'autre face du mitterrandisme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ils ont vécu l'un et l'autre, Danielle et François Mitterrand, et en tout cas, pour ce qui est des années de présence à l'Élysée que vous évoquiez un instant, deux vies parallèles en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a la vie privée, qui était deux vies parallèles et plus une vie de couple au sens ordinaire, si j'ose dire, du terme. Et puis sur le plan politique, c'était l'autre face du mitterrandisme, en ce sens que si le mitterrandisme au pouvoir, celui de François, a pu aboutir à une forme de définition pour certains de cynisme, voire de renoncement, en tout cas de désillusion par rapport au pouvoir, Danielle Mitterrand, si elle a eu une multitude d'engagements politiques ou humanitaires, qu'on peut discuter, évidemment, les uns étaient justes, les autres étaient naïfs ou erronés, mais en tout cas, pour le coup, on ne peut pas la taxer, elle, de cynisme. Voilà, c'est exactement l'inverse. Sur ce plan-là, c'est l'antithèse. Après, lorsqu'elle dénonçait telle ou telle dictature en Afrique du Nord, telle ou telle, je ne sais pas, lorsqu'elle était en conflit avec Hassan II ou avec le régime tunisien, évidemment, ce combat-là semblait plus juste que lorsqu'elle s'affichait aveuglément aux côtés de Fidel Castro. Alors, leur vie parallèle, Renaud Dely, leur vie privée, vous l'avez évoqué, effectivement, il faut en parler parce que tout ça est devenu officiel le jour de la mort de François Mitterrand à Jarnac, où Anne Pinjot et Danielle Mitterrand étaient côte à côte. Et on s'est aperçu à ce moment-là, Catherine Ney, que les Français l'acceptaient assez bien. Ce mystère de la vie privée de François Mitterrand n'avait choqué personne. Elle n'avait choqué personne, d'abord pour une bonne raison, c'est qu'à l'époque où il y avait des mystères, la presse people n'existait pas. Et je crois que François Mitterrand est le dernier président à avoir pu profiter du relatif secret qui entourait sa vie privée, parce que c'était une époque où là, ces choses-là ne se disaient pas. Je veux dire, moi-même, quand j'ai écrit le Noir et le Rouge, je savais très très bien, je connaissais l'existence de Mazarine, mais à l'époque... C'était en 84. 84, on mettait le point d'honneur à ne pas parler de la vie privée. D'ailleurs, si on avait pu, les journalistes, les photographes ne campaient pas devant la maison de Mazarine Pinjot, parce qu'il n'y avait aucun journal pour reprendre les photos. Je dis, donc, c'était on ne comprend pas que c'était vraiment une autre période et que tout a basculé au début des années 90 avec l'arrivée de la presse Prisma, et puis ça s'est enchaîné. Et comme il y avait une demande, eh bien, il y a eu de l'offre. Ouais. Donc, c'était une autre période. Donc, il a eu cette chance. Et tout ça a permis à François Mitterrand d'avoir donc cette vie sentimentale assez tranquille. Mais moi, tranquille et agitée en même temps. Agitée. Moi, ce matin, je pensais à la vie de Danielle Mitterrand, qui a sûrement beaucoup souffert et qui n'a révélé son désir de faire de la politique qu'après l'élection de son mari. Parce qu'avant, c'était une femme jusque-là assez discrète, qui l'accompagnait très peu, qui allait de temps en temps au Congrès pour montrer qu'elle était toujours l'épouse de François Mitterrand, mais qui n'avait aucun engagement politique connu. Elle faisait de la reliure, c'était une dame tranquille. Elle a complètement changé. Elle s'est épanouie avec l'arrivée de son mari à l'Élysée, finalement. Mais moi, je pensais à ce couple ce matin et vous voyez, je me demandais pourquoi les socialistes avaient été, dans le fond, si tolérants à l'égard de Strauss-Kahn, dont tout le monde connaissait les liaisons et son goût pour les femmes. Enfin, on ne connaissait pas l'addiction telle qu'elle est révélée aujourd'hui. Mais c'est parce que, dans le fond, ils avaient déjà eu un modèle avec François Mitterrand qui a toujours eu une vie. Alors, bien sûr, il y avait Mazarine Pinjot, mais bien au-delà. Il avait vraiment des liaisons plurielles. Et vraiment, quand vous écoutez Pierre Mauroy raconter les débuts au parti, il était toujours accompagné, on l'appelait le prince étranger, toujours accompagné de femmes qui lui servaient de taxi, qui payaient ses cafés, qui étaient à sa dévotion, et donc qui étaient évidemment ses maîtresses. Donc c'était quelque chose, au contraire, plutôt que le parti, que beaucoup de socialistes admiraient. Donc avec Strauss-Kahn, on pensait être tombé sur une même genre de personne, voyez. Alors, autre temps, autre mœurs, François Mitterrand, c'était le dernier président peut-être d'avant Internet, d'avant la transparence qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce qu'il faut regretter cette époque, Guillaume Roquette ?
Je ne crois pas, non. Moi, je suis en désaccord avec à peu près toutes les prises de position politiques de Danielle Mitterrand au cours de sa vie, mais je pense que c'était une femme courageuse parce qu'elle est restée fidèle à ses engagements. Et effectivement, elle incarnait une forme de clarté depuis son engagement dans la résistance à 17 ans, pendant que son mari incarnait plutôt une forme de complexité, voire d'ambiguïté, a commencé d'ailleurs par sa position et son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que... Mais sur ce que vient de dire Catherine Ney, sur le fait qu'il ait eu cette vie privée si compliquée et que pendant 14 ans, au moins, si ce n'est plus, la presse, effectivement, n'en parlait pas. Moi, je trouve qu'il est normal de respecter la vie privée. Il me semble qu'il aurait été aussi normal qu'il y ait une forme de réciprocité dans la discrétion. C'est-à-dire que le François Mitterrand, officiellement, était toujours marié avec sa femme, qui d'ailleurs était restée amoureuse de lui, je crois, jusqu'au bout, et lui pardonnant beaucoup de ses incartades. Je trouve que c'est ça qui était choquant, c'était ce sentiment qu'il y avait un couple pour la galerie, et puis derrière, il y avait la vraie vie. Et en ça, on trompait les Français. Moi, je ne suis pas pour le journalisme de chambre à coucher, mais il semble que les politiques devraient faire preuve d'une forme de retenue, en tout cas ne pas donner en spectacle une espèce de mise en scène comme ça de couple, même si c'était moins net objectivement chez François Mitterrand que chez d'autres, il y avait une forme de distance qui était relativement assumée. Renaud Delis, oui, moi je ne pense pas que ce soit ça le problème sur la vie privée, la vie intime du couple Mitterrand, d'autant que François Mitterrand n'a jamais fait campagne politique, campagne électorale sur le thème des mœurs ou de la morale. C'était pas, et donc pas plus de la famille. Voilà. Si c'en était servi comme argument politique, on pourrait entendre ce reproche là, mais c'était pas du tout sa tasse de thé, si je veux dire. Là où, tant mieux si les médias de l'époque ont respecté la vie privée de François Mitterrand, tant mieux pour Danielle Mitterrand, si j'ose dire, heureusement, parce qu'elle a effectivement sans aucun doute souffert de ces deux vies parallèles. En revanche, là où ça pose problème, évidemment, c'est à partir du moment où François Mitterrand a mis des moyens publics et des moyens de l'État au service de sa seconde famille, évidemment des résidences, un certain nombre de résidences de la présidence de la République, et surtout, plus important, ce qu'on a découvert par la suite, la cellule des gendarmes de l'Élysée, qui a fonctionné en grande partie pour protéger ce secret de famille, jusqu'à utiliser des moyens illégaux pour protéger ce secret de famille. Et là, c'est là où ceux qui savaient à l'époque ont, à mon avis, fauté en ne révélant pas ce pan-là, parce que ce pan-là ne relevait plus simplement de l'intime et du privé, mais du public et même du politique, voire du policier. Donc là, évidemment, on est sur un autre registre. Mais là, on s'éloigne de Danielle Mitterrand en tant que tel. Non, Renaud, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une différence de degré, mais pas de nature, entre ces deux positions que vous décrivez. Effectivement, François Mitterrand n'a jamais fait campagne sur les thèmes de la morale familiale. Ça, c'est une certitude. En même temps, comme personnage politique, il avait un engagement, une visibilité qui, me semble-t-il, supposait un devoir d'exemplarité. Et donc, dès lors qu'il y avait une forme de duplicité dans sa vie, et bien ensuite, où il n'y avait pas de raison de s'arrêter, et donc, effectivement, ensuite, on utilisait la gendarmerie, les écoutes, les forces de police, au profit de cette vie privée cachée. Selon cette logique-là, vous nous encouragez donc à dévoiler tous les hommes politiques aujourd'hui qui auraient une vie adultérine. Non, j'essaie juste de dire que les hommes politiques, parce qu'ils ont de grandes responsabilités et qu'on porte beaucoup d'espoir en eux, devraient en contrepartie se montrer un peu plus exemplaires. Oui, moi je crois que le couple Daniel et François Mitterrand étaient vraiment deux personnalités. D'abord, je crois que ça a été un choc culturel, leur alliance entre cette jeune femme, un peu une sauvageonne, qui passait son bac, qui avait été résistante et puis qui était surtout élevée par des parents francs-maçons, athées, instituteurs tous les deux, donc vraiment très à gauche, et qui épouse ce bourgeois de Jarnac, qui a fait ses études chez les curés, qui va à la messe tous les dimanches, et qui est quelqu'un qui est très à droite, qui est quelqu'un d'ondoyant, et surtout qui a une ambition personnelle, politique, qui fait qu'il n'est jamais là, et qu'il la délaisse. Moi, je crois que ça a été deux âmes qui ne vibraient pas à l'unisson. Finalement, ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Mais ça n'empêche pas les sentiments. Quand on dit... il était attaché, d'une certaine manière, à cette vie familiale. Ils avaient des rites ensemble, mais très vite, ils ont mené chacun leur vie sentimentale. Parce que je trouvais le plus drôle, c'est quand elle avait à domicile, chez elle, quelqu'un qui partageait sa vie, un homme, et dont Mitterrand se servait comme d'un chauffeur, l'utilisait comme un... Oui, donc ça, c'est Mitterrand. Le prof de gym, oui, c'est ça. Donc, mais est-ce qu'on doit juger ? Elle souffrait, mais elle l'admirait. Vous savez, on n'a pas jugé. Chaque couple est une énigme, mais ça n'empêchait pas Mitterrand d'avoir des sentiments pour elle. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant sur un plan plus politique, c'est vrai qu'il y a au moins deux moments dans l'existence de François Mitterrand où, si j'ose dire, Danielle Mitterrand lui a, entre guillemets, rendu service. C'est-à-dire que François Mitterrand, on sait que sa vie
public. Sa vie politique est quand même sinueuse et pleine de chemins tortueux et pas toujours très clairs. Comme je le disais tout à l'heure, à l'inverse, Danielle Mitterrand, elle, c'est plutôt une femme d'engagement clair, sincère. Pour le coup, c'est la face sincère du mitterrandisme, si j'ose dire. Et il y a au moins 2 moments qui sont effectivement le moment où, au sortir de la guerre, François Mitterrand épouse en quelque sorte la famille Gouze, qui est une famille d'authentiques résistants et qui permet aussi à François Mitterrand de clarifier un parcours qui ne l'a pas toujours été dans les années 40. Et puis, il y a ce moment où François Mitterrand accède ensuite au pouvoir en 1980 et où, au contact du réel, la gauche, et à commencer par François Mitterrand lui-même, génère un certain nombre de désillusions et parfois donc verse un peu dans le cynisme. Et là, les engagements humanitaires de Danielle Mitterrand, quoi qu'on en pense sur le fond, et certains, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, étaient contestables, ont aussi en quelque sorte rendu service à l'exercice du pouvoir de François Mitterrand. Merci beaucoup à tous les trois. Guillaume Roquette de Valeurs Actuelles, Renaud Delis du Nouvel Observateur et Catherine Ney d'Europe 1. Dans un instant, Luc Besson dans les récits d'Europe 1 Soir. Nicolas Poincaré sur Europe 1.